Voilà, alors donc bienvenue au lycée Paul Hazard, où j'ai la chance d'enseigner. Donc ce lycée, donc je vais essayer de vous présenter l'architecture extérieure du lycée. C'est un édifice donc qui a été construit au 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e siècle, et donc qui répond un peu à la mode de cette époque, à la fin du 19e siècle. L'architecte, qui est monsieur Charles Marteau, a voulu donner à cet établissement un air solennel et a fait des références importantes à l'Antiquité, puisqu'il voulait que ce soit un temple du savoir et de la République, puisque le moment où on a édifié cet établissement, c'est en même temps le moment où la République est en train de s'établir, la Troisième République est en train de s'établir, de se fortifier et de s'affirmer. Donc il y a un parallèle évidemment avec cette notion de république, de démocratie, et d'où le style grec, entre guillemets, qu'il a voulu donner, en tout cas à la partie centrale de l'édifice. Pour le reste, vous voyez que ça a été édifié en briques, évidemment un matériau bien meilleur marché, qui est produit localement, donc ce qui permettait de faire baisser le prix de la construction. Ont été édifiés en pierre, les références antiques, justement pour donner plus de solennité et de beauté à l'édifice. Alors, vous avez, pour la référence antique, trois stades. Au rez-de-chaussée, donc au niveau de la porte centrale, vous avez des colonnes avec des frontons en style dorique. Au deuxième étage, alors le fronton, c'est, vous voyez, il y a les colonnes sur les côtés, hein, des colonnes qui sont donc visibles sur le bord, elles sont en pierre. Et le fronton, c'est la petite partie haute de la colonne, hein, au-dessus du fût, qui décore la colonne. Et donc on a les trois styles de la Grèce classique, le dorique en bas, le ionique au-dessus, et la feuille d'acanthe, donc les chapiteaux en feuille d'acanthe tout en haut. Donc c'est de part et d'autre des fenêtres centrales. Donc, en fait, on a les trois stades de l'époque grecque, avec l'époque ancienne, l'époque classique et l'époque hellénistique. Donc une référence classique très très présente, avec donc des éléments de décoration pour donner évidemment davantage de beauté à l'édifice. La partie centrale. La porte est d'origine. Voilà. Et ouais, elle est d'origine. Oui. Moi aussi, j'y ai pas cru quand je l'ai appris. Voilà. Alors, on y a simplement ajouté les vitres qui n'y étaient pas. Au départ, elle était pleine. Hein, c'était une porte pleine. Et donc, comme elle est d'origine, eh ben, elle est classée en quelque sorte. On n'a pas le droit d'y toucher. Voilà. Donc, pas de porte moderne entre guillemets. Voilà. Et d'ailleurs, elle est surmontée effectivement sur la partie haute, on voit qu'il y a là aussi des petites décorations qui reprennent les ordres classiques de l'architecture grecque, qui décorent le haut le haut au-dessus des vantaux. Voilà. Donc des références classiques. On retrouve d'ailleurs les références classiques. Il y a des petites décorations également en pierre qui sont présentes de part et d'autre du bâtiment, qui d'ailleurs sont bâtis, ces décorations comme le bâtiment, avec le souci de la symétrie, de l'équilibre, comme dans l'architecture classique, grecque classique. Hein, donc on retrouve tous ces éléments, même si là, en l'occurrence, pour le reste, c'est de la brique, hein, dans un souci évidemment d'économie. Pour le reste du bâtiment, c'est-à-dire lorsqu'on s'éloigne de la partie centrale en brique, on a deux parties latérales qui ont été évidemment ajoutées bien plus tard. Alors je crois que c'est 1972 qui ont été rajoutés avec un étage supplémentaire pour des classes, hein, qui ont été rajoutées après. Et évidemment là on n'est pas du tout dans le même style que la partie centrale. Alors du point de vue des inscriptions qui sont indiquées sur l'établissement, on voit qu'il est indiqué au-dessus de la porte que c'est collège municipal. Alors là c'est évidemment en référence au 19e siècle également, puisque au départ les lycées créés par Napoléon au début du 19e siècle, le seul lycée qui était dans la région était à Douai. Hein, il n'y avait qu'un lycée à Douai. Donc les autres établissements scolaires qui formaient les jeunes, les adolescents, étaient intitulés collèges. Voilà, d'où l'aspect donc collège municipal. Voilà. D'ailleurs, cette rue s'appelait à l'époque, hein, on est en 1883-84, je crois, s'appelait la rue du Collège.
Voilà. Et elle a été donc appelée la rue Paul-Hazard au moment où on a appelé ce lycée Paul-Hazard, c'est en 1963. Voilà. Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi ça s'appelle le collège municipal. Je sais pas si tu veux revenir sur l'histoire des lycées. Non, hein, je pense que c'est pas mal. Voilà. Ah, alors on va garder un petit peu de suspense, voilà. Et parce qu'à l'intérieur il y a justement une stèle qui parle de Paul-Hazard, donc on aura l'occasion de vous en reparler. Alors toujours sur la façade, il y a deux autres éléments. Une plaque qui se trouve donc à droite, une plaque intitulée donc lycée Paul-Hazard, région Hauts-de-France. En effet, depuis les lois de décentralisation en 1982-83, eh bien c'est la région des Hauts-de-France qui est responsable de l'entretien et des dépenses liées aux établissements du niveau des lycées. Voilà. Et puis il y a également deux drapeaux, donc le drapeau français et le drapeau européen. Alors là, j'ai vu que c'était une obligation réglementaire depuis 2013. Voilà, qui donc indique qu'il faut pavoiser les lycées avec les drapeaux. Donc ça, c'est depuis 2013. Voilà. Je crois que j'ai rien. L'Université de France. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié tout en haut l'Université de France. Alors ça, c'est par rapport au fait que on faisait passer ici le bac philo. Hein, c'est le premier grade. Voilà, qui est le premier grade universitaire. Donc après le collège, on faisait passer c'était l'équivalent de la terminale chez nous aujourd'hui. Hein, je crois que c'est l'âge de la terminale. C'était le bac philo qui était le premier grade universitaire, d'où l'inscription Université de France tout en haut. Voilà. Et à cette époque-là, c'était pas le rectorat de Lille, mais le rectorat de Douai. Oui, rectorat de Douai, puisque d'ailleurs il se trouvait dans les bâtiments du lycée de Douai, du fameux lycée de l'époque napoléonienne. Effectivement, le rectorat à ce moment-là n'était pas à Lille, mais à Douai, puisque c'était l'héritier du lycée napoléonien. Voilà. Je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, en revanche. Alors pour Paul-Hazard, on n'oublie pas. Ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas parce que ça va faire l'objet d'une explication. Vous pouvez avancer et voir dans le cadre de ce vestibule les différentes plaques qui sont à votre disposition. Ne vous inquiétez pas. C'est la première plaque qui a été posée en 1883 lorsque le lycée a été fondé. À l'époque, ce n'était pas un lycée, c'était un collège de garçons. Maxima debetur puero reverencia labor omnia vincit improbus mens sana incorpore san. Phrases qui vous sont encore utiles, on va dire une grande unité. La première nous spécifie qu'on vous doit le plus grand respect, la plus grande révérence. On vous doit du respect en permanence. Précis. Vous le savez, on vous respecte. Vous vous sentez respecté? Magnifique. Labor omnia vincit improbus veut dire également que le travail gagne contre toute forme d'ignorance. Donc, vous allez vaincre les platistes et les mecs qui vous expliquent le mur de glace de l'Antarctique en travaillant, et mens sana incorpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Collège fondé en 1883, ce qui est une forme de réponse directe à la fondation peu de temps auparavant de Saint-Jude, à côté. Armentières a un établissement confessionnel catholique, le maire républicain spécifie qu'il veut avoir un établissement public. Vous voyez qu'il y a quand même du beau monde qui est présent, le président n'était pas là, mais en l'occurrence vous avez quand même le maire d'Armentières qui était présent, ainsi que le recteur de Metz. Donc là c'est un peu la plaque de fondation du lycée, celle qui fait rentrer notre collège, futur lycée, dans l'ère républicaine. Vous avez des valeurs qui incitent au travail, au développement de soi et au respect de l'enfant, dans le cadre de la philosophie des Lumières. Une longue histoire, regardez cette deuxième plaque. En 1983, 100 ans plus tard, il y a de même cet autre cadre, ce témoignage, présence, dirions-nous, historique de l'établissement dans la ville, en présence du maire, de tout ce que vous voulez, les inspecteurs, monsieur le proviseur, l'association des anciens élèves, pour commémorer les 100 ans du lycée. Car oui, notre établissement a vu beaucoup de choses pendant plus d'un siècle. À présent, on est quand même sur les 142 ans, du coup, voilà. Je peux en mettre là-dessus. Vous pouvez le voir à partir des deux plaques à votre disposition. La plaque qui est déjà ici. L'association des anciens élèves a en effet tenu à honorer la mémoire de tous ceux qui avaient fait l'établissement et qui sont tombés, morts pour la France, donc tombés pour la patrie, pendant le conflit. Comme vous voyez, il y en a beaucoup en l'occurrence. Il y avait moins
en l'occurrence, de personnes dans le cadre du collège qu'il y en a aujourd'hui dans le lycée. Vous voyez le taux de perte, les enseignants, beaucoup parce que beaucoup d'enseignants à l'époque sont beaucoup plus âgés, donc vous les mobilisez pas, et vous avez le nombre d'élèves, car il faut le savoir, votre collège, auparavant, il y avait dans la cour des Allemands en train de faire des exercices. L'armée allemande a siégé plusieurs fois ici. Alors vous voyez un peu l'armée allemande dans les films, voilà. L'armée allemande, c'est pas des marrants quand ils occupent un territoire. L'armée allemande reste l'armée du Reich, dirions-nous, de l'Empire, et ce faisant, quand ils arrivent quelque part, faut pas trop s'amuser à leur tirer dessus. Donc, beaucoup de gens avaient fui. Ces plaques sont un peu plus récentes. Celle qui est en haut, vous voyez les anciens élèves en souvenir de tous ceux qui sont tombés pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pendant la guerre d'Indochine de 1946 à 1954, et en Afrique française du Nord de 1954 à 1962. Alors, effectivement, le lycée également a été occupé pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment une grande partie de la Courset, même la Courset était occupée par l'armée allemande, qui avait mis sur les toits du lycée die Flakartillerie, ce qui veut dire littéralement, alors le terme est en allemand, ça veut dire, c'est-à-dire littéralement force de défense contre les avions. C'était pour essayer d'abattre les avions qui passaient. C'était présent, donc vous aviez également des soldats allemands qui en permanence manœuvraient dans le lycée avec les collégiens qui devaient naviguer avec eux. Mais vous voyez également qu'il y a de même des moments plus tragiques. La libération d'Armentières s'est faite en septembre. Le 2 septembre, alors que les combats font rage, 2 membres de l'établissement sont abattus. En l'occurrence, un élève, Pierre Lecoq, et un professeur, monsieur Lefrançois, capitaine des forces françaises de l'intérieur. Cette plaque a été rajoutée plus récemment dans le cadre du lycée. Vous deviez également, dans notre lycée, un réseau de résistance qui était animé par certains enseignants du lycée, notamment un professeur, monsieur Bertrand, dirigeait un réseau de résistance. Qui était surveillant général. Surveillant général, effectivement. Et qui a fait fonction de principal, parce que le principal donc avait quitté l'établissement. La résistance est présente, de même, vous voyez les traces des 2 conflits mondiaux qui sont présents ici. Cette fois, une plaque qui est faite pour rendre hommage. Vous le savez, dans le lycée, il y a des plaques également qui sont faites plus spécifiquement pour rendre hommage à des personnes, comme celle en hommage Monsieur Lecoq, Monsieur Lefrançois, de même d'autres plaques. Là, ici, pour Monsieur Knockart, qui était diplômé de médecine, qui de même a été un ancien élève du lycée et qui a, soyons clairs, un peu été une personne derrière, qui a impulsé l'association des anciens élèves de l'établissement. Il existait déjà avant lui, mais c'est lui qui a pas mal, on va dire, redynamisé. Une petite plaque en hommage. Voilà. Parce que c'est du fait de sa présence sur plusieurs décennies dans le cadre de l'association, de sa marque, de notre établissement. Peut-être. Il était également médecin scolaire, donc voilà. Donc il avait un lien très fort avec l'établissement. Donc il est décédé en juillet 2020 et cette plaque donc a été apposée donc l'année suivante lors de l'AG de l'association des anciens. Donc c'est en septembre 2021 exactement. Dans ce qu'on appelle la cour D, puisque on a déjà franchi au moins une, la précédente, la cour C, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors ici, cette partie, elle correspond aux classes, les classes enfantines. Donc, c'est-à-dire que ce sont les plus jeunes qui viennent ici, disons jusqu'à un équivalent de ce qui serait notre CP, CE1, disons. Après, au-delà, ils se rendent dans les classes qui sont dans les autres cours. Mais en tout cas, ici, sont les jeunes enfants, avec une mixité. On prévoit assez rapidement que ce soit des institutrices qui gèrent ces jeunes enfants. On y rentre à partir d'un âge assez précoce, qui pourrait correspondre également à celui à l'heure actuelle. C'est une partie ici qui va fonctionner jusqu'à la fin des années 60. Ça doit être 69, 70, enfin 68, 69, 70, j'en suis pas tout à fait sûr, mais où ici qui accueille ces jeunes enfants. Mais en tout cas, donc très jeunes enfants, niveau donc voilà, qui relève plus de l'enfance jusqu'à CP-CE1. Alors c'est une cour ici à l'heure actuelle qui nous sert à la fois pour le garage à vélo, vous voyez ici, c'est là où ont été installés, alors ça doit être
c'est 2013. C'est 2013 hein, pour infirmerie, services sociaux. Ici, il y a des bâtiments qui ont été rehaussés, hein, notamment, si je dis pas de bêtises, et on voit assez bien hein, cette césure. Hein, vous avez un petit encorbellement là, et au-dessus, bon, ça, ce sont des parties qui ont été, ou c'est ici. Enfin, en tout cas, il y a des parties hautes qui ont été rajoutées ici. À la fin des années 50, ça doit être 1959 hein, pour le rehaussement de ces bâtiments. Il y a également des travaux sur le muret. On est encore une fois dans les années 70 au moment où on aménage les autres parties du lycée. Là aussi, peut-être quelques questions? Non? Ouais, j'en ai parlé. Ouais, tout à fait. Hein, il y a des rehaussements successifs. Et c'est 59 hein, ici pour les parties aussi supérieures. Ouais. L'infirmerie a été là, ouais. Bon, donc finalement pas si loin, ouais, pas si loin. Derrière le CDI. Ouais. Et puis après, ouais, c'est revenu ici. Ouais. Cette partie du bâtiment, enfin cette partie du lycée, on est actuellement en cours C. Alors nos salles d'histoire, hein, c'est principalement celles qui sont ici à l'étage, hein, les salles C100 et quelque chose. Ici, on est dans ce qui est le petit collège, c'est-à-dire on va de la 10e, alors ça correspond à peu près au CE2 hein, si on veut un équivalent, et on va jusqu'à la 5e ici. Hein, donc on a dans un premier temps, et on le voit hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, plutôt un seul niveau. Ici, hein, le deuxième niveau a été rajouté par la suite. Alors c'est intéressant en termes de technique de construction là aussi, puisque on peut revenir un petit peu à l'architecture. Vous voyez que en haut du premier niveau, vous avez des parties métalliques comme ça. Ça fait des sortes de petites volutes comme ça que l'on va pas retrouver à l'étage. Alors, qui date probablement du moment de la construction hein, du bâtiment, ces petites volutes qu'on va appeler des ancres. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça sert à permettre de stabiliser les murs. Hein, vous avez comme ça la partie métallique qu'on a voulu plus ou moins belle. Alors, elle va être plus ou moins belle hein, en fonction du bâtiment, du soin qui est apporté. Mais ces ancres, normalement, elles sont traversantes comme ça, de part et d'autre du mur. Si on retourne de l'autre côté, on voit également ce type d'encre et permet de stabiliser, d'avoir des murs qui ne vont pas se rapprocher ou s'écarter. Hein, et d'ailleurs, on va les observer, regardez, et on voit que là-bas, la partie à l'étage, elle existe. On va trouver ces ancres à la fois en tête du premier niveau et en tête du second niveau. Vous regarderez en cours B, vous regarderez, alors peut-être moins en cours B, on voit l'arrière des bâtiments, mais cours A, on va retrouver ces ancres hein, qui permettent de bien maintenir les murs. Hein, donc ils servent la stabilité. On est au 19e siècle, industrialisation, fer, hein, on utilise les éléments métalliques. Ça, on les utilise depuis l'Antiquité hein, pour stabiliser les murs. On part toujours d'une mauvaise représentation des choses, mais en tout cas, voilà, ça permet de bien stabiliser les murs. Le professeur de dessin, c'est Monsieur Sailly. Monsieur Sailly. Bon, vous voyez, ça revient, hein, quelques minutes et ça revient. Alors, ici, aujourd'hui, c'est les bâtiments qui sont plutôt alloués pour les élèves, donc permanence, le foyer des élèves. Sur certaines restitutions, enfin souvenirs d'élèves, on a le réfectoire qui se situe là-bas au fond, hein, vraiment sur toute cette aile qui est ici au fond. D'ailleurs, on va descendre ici dans les caves où on va voir quelques restes hein, de dispositifs et notamment de cuisine. Hein, il y a encore un petit peu de matos qui reste là, qu'on va découvrir en descendant. Tout à fait typique de cette architecture hein, fin 19e, charnière 20e. Hein. Vous avez peut-être même d'ailleurs chez vous ce même type de cave, hein, des petites voûtes comme ça, avec un élément métallique hein, qui vient en soutien. C'est très très commun. Hein. On avait ça chez nous, hein, un peu ce même système-là. Poutrelle ici, vous voyez, avec du rivetage. Hein, on est ici quelque chose qui va permettre de soutenir assez efficacement les choses. Alors, ce qu'il faut peut-être savoir, c'est qu'à certaines périodes, on a parlé notamment de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, menace de bombardement, et donc il y a certains cours qui ont pu avoir lieu ici dans les caves. Alors il faut imaginer des systèmes pour avoir l'éclairage suffisant, la bougie, ici pas forcément évident. D'ailleurs, c'est pour la session 1944, hein, si je dis pas de bêtises. Cette session 1944, les épreuves du bac ont lieu ici dans les caves, hein, puisqu'il y a la menace qui plane de bombardement, etc. Donc pour les raisons de sécurité, hein, c'est organisé ici dans les caves du lycée. C'est des agents de la mairie qui sont venus. Ouais, pour la surveillance, etc. Mais en tout cas, bon, ça marque quand même une certaine originalité. Donc c'est un bureau, et d'ailleurs,
Bah, écoutez, on a encore des renseignements sur... On était au passage à l'euro. Hein. Quel métier faisait? C'est elle qui administrait la cantine, etc. Ouais. Donc ici, on est sur les parties semi-enterrées de la cuisine et donc du réfectoire, hein, qui communique avec le réfectoire qui est là dans le prolongement en fait. On est descendu vraiment dans l'angle et toute l'aile que je vous ai montrée là où il y a les bâtiments, enfin les bâtiments, les salles, permanences, etc. Ça correspondait au réfectoire. Donc on est en contact avec le réfectoire. Enfin, c'est pour ça qu'il y a tous ces espaces de stockage, le bureau et puis ici des équipements pour la cuisine. Ouais. La cour B, cour d'honneur à la base. Bon, ce bâtiment, enfin cette partie n'existe pas, hein, puisque à l'origine on a un gymnase. Le gymnase est détruit pendant la Première Guerre mondiale. On laisse, enfin c'est une partie qui va rester à peu près sans affectation, qui va être reconstruite par la suite. Ah, il faut attendre le début des années 60, hein, c'est 61 je crois pour le bâtiment de sciences, 61, hein, pour que ce soit ici aménagé en bâtiment de sciences. Mais en tout cas, c'est la cour d'honneur ici. Les appartements du proviseur donnent directement sur cette cour d'honneur. Les élèves n'ont pas à y stationner, à y passer, donc éventuellement ça pouvait amener punition sinon sanction, hein, si c'est le cas. Dans cette cour, il y a quand même un certain nombre d'exercices qui sont réalisés en rapport avec le gymnase qui existait là avant 14. Et donc ça reste encore à l'heure actuelle cour d'honneur en quelque sorte, hein, puisque vous allez avoir des stèles qui vont se succéder. Bon, à l'heure actuelle, c'est la stèle à Paul-Hazard, hein, qui est là, que vous pouvez voir, hein, si vous circulez librement ici dans le lycée, mais stèle à Paul-Hazard, donc qui a été déplacée, hein, parce qu'elle n'était pas tout à fait là. Il y a eu des travaux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au moment du déplacement de la stèle, il y a un obus qui a été retrouvé au Zyklon B, à Hypérite, et donc ça a nécessité de mettre en sécurité, etc. Mais en tout cas, la stèle n'était pas tout à fait à cet endroit-là. Et précédemment, alors la stèle elle est installée à partir du moment où on met à l'honneur Paul-Hazard. Hein. Paul-Hazard, c'est cette figure intellectuelle qui est donc célébrée à partir des années 60, enseignant au Collège de France, Académie française à laquelle il ne siégera jamais, hein, parce que c'est le dernier nommé avant le conflit. Enfin, c'est le dernier nommé, donc il ne siège pas. Et avant, on avait le buste d'un proviseur donc qui a été le premier proviseur, ouais, le premier principal. Ouais. Ouais. Donc il y avait un buste qui l'a précédé. Ouais. Et il a été détruit, je pense, lors de la première guerre, je suppose. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours cet aspect cour d'honneur, hein, qui existe, hein, notamment avec la présence de ce buste, hein, de Paul-Hazard, qui pèse très lourd. Ça, on déplace. Alors, bah nous voilà en cour B, car vous connaissez tous un peu quand même. C'est ce qu'on appelle la cour d'honneur. Cette cour d'honneur, comme on va le voir dans 2 petites minutes, est surtout caractérisée par la présence de la stèle qui rappelle Paul-Hazard, celui qui a donné le nom à notre lycée. Alors il faut savoir que cette cour d'honneur, c'est une cour un peu particulière, puisque maintenant, là on y est, mais à l'époque, les élèves n'étaient pas autorisés du tout à rentrer dans cette cour, sous peine de punition, hein. Donc c'était vraiment réservé aux professeurs. Au départ, il y avait effectivement une salle de gymnastique qui a disparu, et le bloc scientifique qu'on connaît juste derrière, pendant la Première Guerre mondiale, effectivement, et le bloc scientifique qui a été créé beaucoup plus tard. Alors nous, on va se pencher un petit peu sur cette stèle, qui est une stèle qui a été installée en 1963. Donc ça date un petit peu, ça fait plus de 60 ans maintenant, et qui revient sur effectivement Paul-Hazard. Alors Paul-Hazard, pourquoi lui? Tout simplement parce que c'était un ancien élève du lycée, et un ancien élève du lycée qui a fait une carrière
c'est lui. Voilà, une carrière de professeur émérite justement assez longue et sur laquelle on va revenir après. Moi, je voudrais revenir simplement sur la stèle. Alors cette stèle, il faut savoir qu'elle a été déplacée il y a quelques années, hein, puisque on a refait les cours il y a à peu près 10 ans maintenant, pas tout à fait 10 ans. Pas tout à fait. Elle était beaucoup plus ici que là. Elle a été déplacée tout simplement parce que quand on a retiré la stèle, eh bien on a trouvé des obus, enfin un obus à hypérite qui datait de la Première Guerre mondiale. Et donc, comme c'était très dangereux, bah, cette stèle a été déplacée. Elle fait quand même 7 tonnes. Hein. Donc, je vais revenir sur Paul Hazard en lui-même. Il est du coin. Il est du coin, plus précisément des Flandres, puisqu'il est né à Zwickpen, Norpen, pardon. Donc au pied de Cassel, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc il sort aussi lui-même d'une famille d'instituteurs, de professeurs. Il a fait ses études ici et après il est passé il a été faire ses études à Paris, en région parisienne, à Paris même. Donc de 1890 à 1896. Voilà. Son Donc passage ici à Paul Hazard. Ouais, et c'est un élève boursier d'ailleurs, entre parenthèses. Enfin, collège de garçons, j'ai Paul Hazard, mais c'était ouais, c'était encore le collège de garçons à l'époque. Donc effectivement, lui, donc il sera agrégé de lettres, il sera docteur ès lettres, il aura effectivement plusieurs fonctions de professeur. Professeur de rhétorique, chargé de littérature moderne, enfin vous avez tous bien compris, c'est un prof de littérature spécialisé justement dans une littérature qui est assez contrariée, on va dire, à l'époque, hein, puisqu'elle est contrariée par les deux guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir que Paul Hazard a été mobilisé pendant la guerre 14. Il était dans l'état-major du général Hamad. Hein, puis il a beaucoup joué un rôle d'interprète en Italie. Il sera lieutenant-colonel. Bref, il sera cité à l'ordre de l'armée. Donc ça veut dire qu'il a aussi des médailles, on va dire, hein, des médailles militaires. Puis il meurt en 1944. Hein. Il meurt en 1944. Il va en 1940, il va réussir à s'enfuir entre guillemets. Il va se retrouver à Nice et il va aussi beaucoup réfléchir sur l'impact des guerres. Hein. Nous, on en parle beaucoup dans nos cours d'AGGSP. L'impact des guerres sur la conscience européenne à l'époque. Et s'interroger sur le fait que la civilisation dégringole à cette époque-là. Donc en fait, on a quelqu'un qui est particulièrement marquant, puisque aujourd'hui, même encore les universitaires étudiants étudient encore ces textes, et notamment en littérature, et puis pourquoi pas en historiographie pour nos cours d'AGGSP. Voilà, peut-être des choses à ajouter, peut-être. Donc il était membre, ça tu l'as dit, je crois, il était membre de l'Académie. J'avais pas terminé, mais il n'a pas siégé. Mais il n'a pas siégé puisque c'était la guerre. Donc il a eu le siège en 1940, mais il n'a pas pu siéger. Il n'a pas pu siéger. De toute façon, il est mort en 44. Donc voilà. Une crise cardiaque. Il a eu pendant la Seconde Guerre, il a eu une attitude de résistance. Enfin, il n'était pas dans un mouvement de résistance, mais il écrivait pour. Il écrivait effectivement pour faire entendre la voix, comme j'expliquais, surtout ses contrariétés par rapport aux guerres. Oui. Alors il a reçu effectivement plusieurs honneurs, on va dire, aux États-Unis, dans plusieurs universités d'ailleurs étrangères. Je crois que j'avais noté même à San Francisco. Je sais plus, j'avais noté quelque part. Donc il n'est pas connu seulement qu'en France. Effectivement, il a un rôle mondial à jouer. Voilà. Donc peut-être sur la fratrie, donc il avait donc 2 frères, donc Jean qui était ingénieur mécanicien dans la marine et René, donc pharmacologue, membre de l'Académie de médecine, et sa sœur qui est un peu particulière. On n'en parle jamais, mais il avait une sœur, donc Marguerite, donc qui est la première femme garçon de laboratoire de la faculté mixte de médecine et de pharmacie en 1920. J'y tiens beaucoup. Garçon. Alors, elle n'a pas fait d'études, supérieures. Elle avait un brevet supérieur, comme la plupart des filles. Hein, elles accédaient pas aux études de baccalauréat à cette époque-là. Enfin, c'était quand même assez rare. Et donc voilà. Donc je tenais à lui rendre un petit hommage parce qu'on n'en parle jamais. Ensuite, peut-être dire que à l'origine ici, il y avait un buste. On n'en a pas parlé, tiens. Donc, qui a disparu. Donc, parce que le premier principal, c'était Victor Baillet, et il avait donc un buste qui avait été payé par la mairie. Donc, il se trouvait ici dans ce coin-là, mais pendant la Première Guerre, il a été détruit. Oui. Donc Victor Baillet, donc le premier principal de l'établissement.
Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Que le bâtiment, là, dont on a un peu parlé, donc il date de 1961, ce bâtiment. Et donc, de la guerre 14-18 jusque 61, il y avait rien. Il n'y a pas de nom. Il y avait un jardin. Oui, puis il y avait pas le nom de Paul Hazard aussi. Il n'y avait pas le nom de Paul Hazard, Paul Hazard, donc ça date de 1963. Et alors, ce nom a été choisi par l'association des anciens élèves. Donc, il y avait eu une cérémonie, il y avait des personnes éminentes qui étaient venues ce jour-là. Donc, on espère tous que vous finirez comme lui, entre guillemets, enfin, je veux dire en 1844 comme lui, mais que vous aurez aussi un aussi bel avenir en ayant passé à Paul Hazard. Voilà. À partir de 1963, donc la rue s'est appelée rue Paul Hazard, parce qu'avant elle s'appelait rue du Collège. Au départ, rue numéro 6, ensuite rue du Collège, et à partir de 63, rue Paul Hazard. Rue Paul Hazard. Voilà, vous savez tout maintenant sur la stèle. À l'heure actuelle, vous avez ici le CDI, hein, donc ici Jean Combarnous, qui a été proviseur jusqu'à 2011. Après, on a également le réfectoire des élèves qui a été installé vraiment là-bas tout au fond, en l'honneur justement de Françoise Brioul, qui nous a quittés. En quelle année? On se demandait quelle année. Non, là, c'était des salles d'études. Oui, mais là, maintenant, ça correspond au réfectoire. On peut rentrer, ouais, passer notre tête, quelques éléments aussi intéressants. Vous voyez, il y a toujours le même principe, les encres qu'on va retrouver tout le long pour maintenir, qu'on retrouve de part et d'autre. Et ça, on va le trouver également ici, peu importe la cour dans laquelle on se situe. Et on est sur ici, la volonté de préserver aussi certains éléments de la façade. C'est très à la mode depuis comme ça un peu plus de 10 ans, 20 ans, où à chaque fois qu'on a comme ça une partie, c'est une évocation du bâtiment ancien ou de dispositifs qui existaient assez régulièrement. Par exemple, quand des façades sont classées, on va préserver la façade, et c'est le cas à Lille. Si vous allez boulevard de la Liberté, il y a les Bains lillois. Là, la façade a été conservée, l'arrière a été détruit. Généralement, on remplace par des habitations, etc. On est un petit peu dans ce même état d'esprit. Alors bien sûr, avec cette grande poutrelle qui va tout le long, qui permet de stabiliser, de maintenir quand même le mur. Mais c'est vraiment le témoignage. On a encore ces fenêtres, un placement des fenêtres, et donc qui se poursuit un petit peu plus loin. Mais il y a cette volonté aussi de garder le souvenir ici du dispositif originel. C'est pour ça qu'on retrouve ces fenêtres. Donc quand même une aile qui a été entièrement transformée bien longtemps. Il y a eu une extension ici à l'arrière. Ouais, donc ici, c'est le réfectoire à l'heure actuelle. On a un petit peu le même principe, qui a été conservé comme pour le CDI, c'est-à-dire que est préservé, certaines façades du bâtiment. Également, je vais dire lieu commémoratif, puisque vous voyez qu'il y a des plaques à la fois pour Madame Brioul, mais aussi ici Yvonne et Daniel Quenu qui ont été reconnus juste parmi les nations. Donc c'est le mémorial de Yad Vashem en Israël qui offre cette reconnaissance à ceux qui se sont engagés, qui ont pu protéger des enfants juifs. En l'occurrence ici 2 enfants qui ont d'ailleurs participé à l'installation de cette plaque. Qui ont été, tout petits, ils ont été présentés comme neveux et nièces de Yvonne et Daniel Quenu, et qui fréquentaient les classes enfantines où on est allé tout à l'heure dans la cour D. Et donc pour marquer ce passage de l'histoire, donc il y a eu l'installation ici de la plaque. Pour l'installation de la plaque, c'est 2012. L'art plastique, c'est la salle d'art plastique. D'accord. Oui. Je vais répéter.
Les pions faisaient... Vous voyez aussi hein, par rapport à l'assemblage, c'est principalement boulon écrou. Donc ici on est dans les combles. Alors ce qui va être bon aussi instructif, ça peut être intéressant, notamment par rapport, même si c'est assez récent, hein, ici ça a été restauré, mais quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les techniques, il y a quelque chose qui va dans les techniques qui vont perdurer hein, depuis finalement que l'on travaille le bois et que l'on réalise des charpentes. Donc c'est par exemple certains symboles que vous pouvez voir hein, ici. Vous avez des choses qui sont gravées hein, sur les éléments de la charpente. Hein. Vous voyez, c'est numéroté 21. Donc normalement tous les éléments doivent présenter le numéro 21, puisque on s'assure que tout s'assemble bien au sol avant de le monter et de l'installer. Hein, donc ça c'est des marques de charpenterie. On en trouve. Hein, on en trouve sur les constructions au Moyen-Âge, sur les charpentes anciennes, et je mettrai ma main à couper que si vous allez à Notre-Dame de Paris sur les nouvelles parties, vous trouvez avec cet escalier à double révolution. Je sais pas si vous avez vu ça. Hein. Oui, oui. Bon, c'est pas la peine d'y aller ce week-end parce que tout était réservé, mais en tout cas, on doit avoir vraisemblablement toutes ces marques de charpenterie pour permettre ces assemblages faciles. Parce que voilà, en hauteur, on fait quand même pas comme on le souhaite. Donc là ici, il y en a un, c'est 21. Alors je suppose que si on remonte, voilà, ce qui veut dire qu'on doit avoir un ensemble de une vingtaine de fermes sur l'ensemble. Ici, tout ça est préparé, pas assemblé, c'est assemblé sur place, mais vérifié au moins au sol avant d'être installé. Donc je pense qu'il y a une numérotation qui doit être continue, je sais pas si on voit ici. Hein, c'est ce qu'on va appeler les futés. Hein, les futés, c'est là où on va chercher les fûts, et donc c'est-à-dire des grandes longueurs de bois pour toutes ces pièces de charpenterie. Alors ça, on a de très beaux textes hein, pour le Moyen-Âge, où on s'en va comme ça en forêt, hein, au XIIe siècle, hein, pour la construction de Saint-Denis, je en profite, hein, je fais un petit peu d'architecture médiévale qui est finalement ma spécialité. Notre abbé Sugère, hein, qui reconstruit l'abbaye de Saint-Denis, s'en va dans la forêt de Saint-Denis à la recherche de ces éléments de bois, et puis là, il est dans la forêt, il a du mal, mais miraculeusement, il va trouver comme ça toutes les pièces de bois qui vont lui permettre de réaliser la charpente de son église. Et donc voilà, on a de très beaux récits comme ça qui sont vraiment sympathiques, vraiment sympathiques. Alors, bien, t'as vu? Ouais, la cheminée a un peu changé, les cheminées ont un peu changé, le parquet on sait pas trop, mais vu il a quand même voilà. Et Alors, on en a parlé. Il y a des élèves, d'anciens élèves qui m'ont dit ouais, ça a duré longtemps. quand il y avait un mur, alors il y avait un mur là du coup, c'est ça. Donc là, je ne sais pas quand est-ce qu'a été mise cette verrière là. Oui, alors la verrière effectivement a été rajoutée. Ouais. Et donc là, il y avait il y avait une porte qui communiquait. Là maintenant, ce sont deux placards. Et donc là, ce sont des vieux livres de contes qu'on a retrouvés des années 59-60. Voilà. Et donc voilà, le bureau du proviseur qui effectivement. Alors concernant cette plaque, on pourrait rajouter quelques détails, notamment donc le nom du maire d'Armentières qui est à l'origine donc du projet du lycée Paul Hazard, hein, puisqu'il y a eu un financement municipal. On peut également donc évoquer le principal Victor Baillet. D'ailleurs, il y avait un buste dans la courbée. Et donc lui est le premier principal donc de cet établissement. Également l'architecte Charles Marteau, qui est connu aussi pour avoir édifié la préfecture de Lille. Donc concernant, alors actuellement nous on dépend de l'académie de Lille. À cette époque, c'était l'académie de Douai, hein, on le voit bien sur la plaque. Et université, pourquoi la mention Université de France? Parce que c'était donc le premier degré le premier grade universitaire. Voilà. Alors on pourrait également évoquer donc le principal Joseph Louard,
donc qui était principal pendant la Première Guerre mondiale. Et donc il a été pris en otage. Et donc il était pris en otage devant la gare d'Armentières. C'est l'hôtel du comte d'Egmont. D'ailleurs, on voit encore l'enseigne de cet hôtel. Alors, il était pris en otage en fait que le jour, et il avait eu l'autorisation de revenir le soir au collège de garçons, puisqu'il y avait encore les internes. Et donc les internes sont restés donc encore quelques jours dans l'établissement. D'abord les externes donc sont rentrés chez eux, ensuite les internes sont restés, et le principal donc les a accompagnés jusque dans un lycée qui se situe à Boulogne-sur-Mer pour qu'ils soient en sûreté et qu'ils puissent continuer à faire leurs études. Alors Joseph Louard donc a eu une citation dans le journal officiel du 2 octobre 1920. Donc Louard Joseph, principal du collège d'Armentières, un chef courageux, n'a pas voulu abandonner son collège d'Armentières, a préféré voir l'ennemi et s'y installer et le prendre comme otage. Félicité pour sa belle conduite par le général Joffre et resté dans son établissement, bombardé de novembre 1914 à mars 1916. Évacué par ordre, a achevé la guerre comme censeur sous les bombardements de Saint-Omer, 36 ans de service.